Bienvenue au Canada, mon ami. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis, Joe Biden. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Je dois vous avouer que j'ai suivi le français pendant 4 années à l'école. La première fois que j'ai essayé de faire une allocution en français, on m'a rigolé au nez. Bon, je peux pas faire mieux, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Monsieur le Président de la Chambre des communs, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les députés, merci de ce chaleureux accueil pour moi et ma femme. Monsieur le Premier ministre Trudeau, vous avez été le premier dirigeant étranger que j'ai rencontré tout juste un mois après ma prestation de serment. Et c'était pendant les moments les plus difficiles de la pandémie de Covid-19. La visite a dû se faire en mode virtuel. Mais depuis lors, nous nous sommes vus partout dans le monde. Nous avons pris en charge certaines des questions les plus difficiles que nos pays ont connues depuis bien longtemps. Merci de votre partenariat et merci de l'amitié personnelle dont nous jouissons ensemble. Gilles et moi sommes reconnaissants de l'hospitalité dont Sophie et vous avez fait montre. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur que d'être ici, de maintenir cette tradition qui a été maintenue par beaucoup de mes prédécesseurs et pour m'adresser à vous ici. Vous avez fait un formidable travail, c'est magnifique. C'est une coutume qui témoigne de notre étroite relation. Les Américains et les Canadiens sont deux peuples, deux pays qui, à mon sens, partagent le même cœur. Les liens qui nous unissent sont personnels. Il n'existe d'autres pays au monde unis par des liens si forts, qu'il s'agisse d'amitié, de famille, d'échanges commerciaux, de culture. Nos syndicats transcendent la frontière, même que nos ligues sportives, le baseball, le basketball, le hockey. Bon, écoutez, le hockey, Je dois vous dire que j'aime bien vos équipes à l'exception des Leafs. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Ils ont battu les Flyers en janvier. Bon, je vous aime bien, mais pas tant que ça quand même, C'est difficile, ou du moins c'est aisé de prendre le partenariat entre le Canada et les États-Unis pour acquis, mais quand vous y songez véritablement, c'est un miracle. Nous avons une frontière longue de plus de 8000 kilomètres. Et tout ça est défini par des échanges commerciaux pacifiques, une relation commerciale qui représente plus de 2,5 milliards de dollars par jour. Et tous les jours, des centaines de milliers de personnes passent la frontière du nord au sud et vice-versa pour travailler, pour des visites ou sachant qu'ils seront accueillis chaleureusement de l'autre côté. Les Américains adorent le Canada. Ce n'est pas une hyperbole. D'ailleurs, ça a été prouvé. En début de semaine, Gallup a publié les résultats d'un nouveau sondage sur l'opinion qu'ont les Américains de différents pays au monde. Et c'est un fait. Le Canada s'est retrouvé en tête avec une cote de favorabilité de 88%. Contre 85% l'an passé. Et c'est ce point-là que je vous ai apporté, moi, vous voyez. J'imagine que tous les politiciens ici présents
capturés pour avoir des chiffres de popularité équivalents. Mais cela s'explique. Les mêmes aspirations fondamentales retentissent dans les deux pays de l'Atlantique au Pacifique. L'aspiration de vivre en liberté, mais pas simplement en liberté, mais aussi avec dignité. Et sans relâche, d'essayer de faire en sorte que demain soit meilleur, de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un avenir meilleur du fait de nos efforts. C'est la même chose aux États-Unis, comme le président Kennedy l'a dit lorsqu'il s'est adressé à vous en 1961. Nous sommes unis en tant que pays égaux et indépendants, colocataires du même continent, héritiers du même patrimoine et associés pleinement, mais souverains, dans la même entreprise historique qui consiste à préserver la liberté pour nous-mêmes et pour tous ceux qui la souhaitent, tous ceux qui souhaitent la voir. Depuis plus d'un siècle de cette entreprise historique, le Canada et les États-Unis se sont toujours soutenus l'un l'autre. En temps de guerre, en temps de paix, nous avons été un bastion de liberté, protecteur des libertés fondamentales qui donnent un véritable sens à notre vie. Et nous sommes montés au créneau avec plaisir en prenant en charge les responsabilités de leadership au niveau mondial. Nous comprenons tout ce qui est en jeu lorsque la liberté est attaquée, où que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, nos destins sont entremêlés et inséparables. Et ce n'est pas à cause de la géographie inévitable, mais c'est parce que c'est un choix que nous faisons à maintes et maintes reprises. Les États-Unis choisissent d'unir leur avenir avec celui du Canada parce que nous savons qu'il n'existe aucun partenaire meilleur. Et je le dis du fond du cœur, aucun allié aussi fiable, aucun ami aussi constant. Et aujourd'hui, je vous le dis, à vous et à tous les Canadiens, vous pourrez toujours compter sur les États-Unis d'Amérique. Ensemble, nous avons construit un partenariat qui nous confère un avantage hors norme, à nous deux. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes jamais en désaccord. Ça arrive de temps en temps entre n'importe quel pays, mais lorsque nous avons des désaccords, nous résolvons nos différends avec amitié et bonne volonté. Parce que nous comprenons tous deux que nos intérêts sont fondamentalement alignés. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. On m'a expliqué le point d'inflexion. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 80 km et vous tournez de 5 degrés. Eh bien, vous ne pourrez jamais revenir sur la même voie. Cependant, vous êtes sur une voie, un cours différent, un cap différent. Et les décisions prises dans les années qui viennent nous détermineront le cours du monde dans les dizaines d'années à venir, les 4 ou 5 générations à venir. Et rien ne me donne plus de confiance en l'avenir que le fait de savoir que le Canada et les États-Unis sont toujours solidaires. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler un petit peu de cet avenir, un avenir qui s'offre à nous et qu'il va falloir saisir. On me critique souvent parce que, avec Barack Obama, on plaisantait toujours dans nos réunions privées. Je disais, le pays n'est jamais aussi optimiste que ses leaders. Eh bien, moi, je suis plus optimiste que jamais au vu de ces perspectives. Et je le dis sincèrement. Nous avons un avenir qui est centré sur la prospérité partagée. La sécurité partagée, les valeurs partagées, c'est avant tout un avenir bâti sur notre prospérité partagée, dans lequel le Canada et les États-Unis continuent d'ancrer la région économique la plus compétitive, prospère et résiliente au monde. Et cela est un fait, ni plus ni moins. Un avenir dans lequel nos chaînes d'approvisionnement sont sûres et fiables d'un bout à l'autre parce que nous ajoutons de la valeur à chaque étape ici en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de l'extraction de minéraux critiques ou de la fabrication ou du conditionnement des semi-conducteurs les plus avancés au monde ou encore de la production de véhicules électriques et de technologies d'énergie propre. C'est un avenir où nous comprenons que la réussite économique n'entre pas en conflit
avec les droits et la dignité des travailleurs et où le fait que nous assumions nos responsabilités relatives à la crise climatique, eh bien, c'est plutôt que la réussite économique en dépend, en fait. C'est un fait. Depuis que je suis président, je suis focalisée sur la reconstruction de l'économie des États-Unis, du bas vers le haut et du centre vers les extrémités. Il ne s'agit pas de ruissellement, on n'en parlait pas quand j'étais enfant. Quand la classe moyenne se porte bien, eh bien les riches se portent bien aussi. Les États-Unis entreprennent, et ça je le dis aux critiques de la presse, des investissements bipartites historiques dans les infrastructures et l'innovation qui ont déjà commencé à profiter aux Américains. Et alors que nous mettons en œuvre ces accomplissements législatifs, nous voyons émerger d'énormes débouchés qui permettent au Canada et aux États-Unis de travailler ensemble pour créer des emplois bien rémunérés dans les deux pays et favoriser la croissance. La loi sur la réduction de l'inflation, qui n'était pas bipartite, mais bon, cela constitue le plus grand engagement qui soit contre la crise climatique de notre histoire, à savoir le plus grand investissement de l'histoire humaine. Elle va engendrer, cette loi, des investissements dans les énergies propres partout dans le monde. Et elle inclut de manière explicite des crédits d'impôt pour les véhicules électriques assemblés au Canada. Et la raison en est simple. Nous reconnaissons ainsi le niveau d'interconnexion de nos secteurs et des travailleurs de l'automobile. Et je suis le président le plus pro-syndicat que vous puissiez connaître. Et je parle beaucoup aux syndicalistes canadiens également. C'est un modèle de coopération à venir avec les deux pays qui investissent chez eux pour renforcer leur base industrielle, tout en s'assurant que ces produits fabriqués en Amérique du Nord soient les meilleurs au monde. Nous allons amplifier notre engagement partagé en faveur de l'action face au changement climatique tout en engendrant la croissance économique. Mais pensez-y quelques instants. Quand j'ai annoncé ma candidature, les gens pensaient que j'étais un écolo-démocrate. Eh bien, écoutez, je n'avais même pas encore annoncé mon plan sur l'écologie et déjà on me disait mais comment ça se fait qu'il a changé d'avis? En fait, c'est parce que j'ai rassemblé tous les syndicalistes, je les ai convoqués à la Maison-Blanche et ils pensaient qu'ils allaient perdre des emplois. Mais en fait, chaque initiative écologique crée des emplois syndiqués, des milliers d'emplois sont créés. Par exemple, vous vous souvenez de IBW avec les stations de chargement? Eh bien, qui les a construites? Eh bien, des ouvriers syndiqués. Et ces stations de chargement vont permettre aux Canadiens et aux Américains de se déplacer comme il faut avec leurs véhicules à émission réseau. Et nous allons fabriquer les batteries et les technologies nécessaires pour ces véhicules. Et nous avons appris une dure leçon pendant la pandémie, lorsque nous comptons sur des chaînes d'approvisionnement juste à temps qui s'étendent sur le globe tout entier. Elles sont particulièrement vulnérables face à des perturbations et des retards. Et cela fait monter les prix ici, aux États-Unis et au Canada. Il est possible de faire mieux. Le Canadien et notre pays a la chance d'avoir d'extraordinaires ressources naturelles, particulièrement au Canada, avec les minéraux critiques qui sont essentiels à notre avenir. Et je pense que nous avons une possibilité qui s'offre à nous pour travailler ensemble de manière à ce que le Canada et les États-Unis puissent acheter et s'approvisionner ici, en Amérique du Nord, pour tout ce dont nous avons besoin pour que les chaînes d'approvisionnement soient fiables et résilientes.
Pour faire en sorte que cette chaîne d'approvisionnement fasse des jaloux partout dans le monde, les États-Unis mettent à disposition des financements dans le cadre de la loi sur la production pour la défense, de manière à inciter les sociétés américaines et canadiennes à extraire et traiter de manière responsable les minéraux critiques nécessaires pour les véhicules électriques et pour les semi-conducteurs. Nous avions perdu le contrôle de la production de ces composantes et tout cela est tellement intégré dans notre vie quotidienne. L'usine IBM qui se trouve à Bromont au Québec est la plus grande usine de conditionnement et de test de semi-conducteurs en Amérique du Nord. Les puces fabriquées au Vermont et dans le nord de l'État de New York sont expédiées à Bromont où elles sont conditionnées en composantes électroniques. Mais maintenant, Bromont va s'élargir grâce au soutien de l'État canadien et il va y avoir beaucoup plus de travail grâce à la loi qui a été promulguée l'an dernier, Chips et Science. Nous allons voir des investissements à hauteur de milliards de dollars dans la production high-tech américaine. 12 milliards de dollars ont été investis par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Arizona, 20 milliards investis par Intel dans l'Ohio et 100 milliards investis par Micron à New York, ce qui représente le plus gros investissement de la sorte jamais réalisé. À mesure que les puces commencent à sortir de ces nouvelles lignes de production américaine, nous allons avoir davantage d'emplois bien payés. Et aujourd'hui, je mets également à disposition 50 millions de dollars au titre de la loi sur la production pour la défense, de manière à inciter les sociétés américaines et canadiennes à investir dans le conditionnement des semi-conducteurs et des cartes de circuit imprimés. Cela me mène au deuxième pilier de notre avenir, dans la mesure où notre prospérité partagée est profondément liée à notre sécurité partagée. Par le passé, le Canada et les États-Unis ont prouvé qu'ils n'étaient pas isolés des défis qui touchent notre région et le reste du monde. Le monde a besoin du Canada et a besoin que le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour mobiliser une action mondiale forte et efficace. Cela est particulièrement évident lorsque vous voyez notre réaction unie face à l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons agi ensemble, pour défendre la souveraineté, la démocratie, la liberté pour nous-mêmes et tous ceux qui les souhaitent. Et comme je l'ai dit au président Zelensky lorsque je l'ai vu à Kiev le mois dernier, les gens du monde entier soutiennent les courageux Ukrainiens. C'est tellement étonnant ce courage dont ils font montre. Chers amis, je sais que la diaspora ukrainienne est nombreuse ici au Canada. Vous nous avez présenté l'une de ses membres, mais le sentiment est partagé. Le Canada et les États-Unis, de concert avec 50 autres pays, s'assurent que l'Ukraine puisse se défendre. Nous assurons que l'Ukraine puisse se défendre en fournissant des systèmes de défense aérienne, d'artillerie, des munitions, des blindés, des chars et bien plus encore. Des dizaines de milliards de dollars ont été alloués jusqu'à présent. Et nous faisons en sorte de nier à la Russie l'accès à différents intrants pour sa machine de guerre. Et nous tenons indépendamment la Russie pour responsable pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine au moment même où nous parlons. Le Canada et les États-Unis ont tous deux accueilli les réfugiés ukrainiens à bras ouverts. Nos compatriotes connaissent le prix de la liberté. La Tour de la Paix ici même témoigne du sacrifice de plus de 60 000 Canadiens courageux qui ont péri dans la Première Guerre mondiale, faisant ainsi à jamais ce pays un champion de la liberté. Les paroles du poète canadien et lieutenant-colonel John McCrae retentissent encore depuis les champs des Flandres. À vous, de nos mains faibles, nous passons le flambeau. Il est à vous et vous devez le tenir haut. Ainsi aujourd'hui, affirmons encore une fois que nous allons faire en sorte que le flambeau de la liberté brûle et brille. Notre soutien au peuple ukrainien ne faillira pas. Poutine pensait qu'il allait
fouler aux pieds l'OTAN, mais sa soif veule de pouvoir ne gagnera pas. L'amour des Ukrainiens pour le pays l'emportera face à l'agression du président Poutine. Eh bien, le Canada et les États-Unis montrent clairement leur engagement pour les alliés de l'OTAN. Nous ferons en sorte que notre alliance reste forte et unie. Nous défendrons le moindre centimètre du territoire de l'OTAN. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. And as we look forward to the Nous nous réjouissons du 75e anniversaire de l'OTAN l'an prochain. Le Canada et les États-Unis partagent une responsabilité, un engagement qui consiste à faire en sorte que l'OTAN puisse dissuader toute menace et assurer une défense contre toute agression. C'est là le socle de notre sécurité dans les deux pays. Le Canada et les États-Unis ne sont pas seulement partenaires dans la sécurité transatlantique, nous sommes également des nations du Pacifique. En début de mois, nous avons organisé notre premier dialogue États-Unis-Canada sur l'Indo-Pacifique afin d'approfondir notre coopération dans cette région vitale et de promouvoir une région Indo-Pacifique libre, ouverte, prospère et sûre. Nous sommes également des pays de l'Arctique. Nous reconnaissons tous l'importance cruciale de cette région pour notre sécurité collective et nous travaillons avec d'autres pays. Nous travaillons de manière collaborative pour protéger les étendues les plus au nord de notre monde. Et nous sommes des pays américains profondément investis pour assurer que le continent américain soit en paix, prospère, démocratique et sûr. Cela commence par notre engagement consistant à défendre nos concitoyens et la souveraineté de notre territoire. NORAD est le seul commandement militaire binational au monde. C'est le seul commandant militaire binational au monde. C'est un autre témoin de notre partenariat d'exception. NORAD est un symbole extraordinaire de la foi que nous avons l'un dans l'autre et de la confiance que nous avons dans nos capacités. Bientôt, NORAD va disposer d'un radar de nouvelle génération avec de nouveaux systèmes de surveillance et des infrastructures modernisées. Et je me réjouis de continuer à travailler avec vous pour faire en sorte que nos concitoyens puissent se sentir en sûreté, sachant que NORAD veille. We're also coordinating closely. Nous travaillons également en étroite coordination de manière à prendre en charge les défis de la sécurité humaine dans notre région. Nous travaillons en partenariat avec le peuple haïtien afin de trouver des manières d'apporter une assistance sécuritaire et humanitaire qui contribuera au renforcement de la stabilité en Haïti. Nous nous attaquons au fléau des drogues synthétiques qui ravagent les communautés canadiennes et américaines, particulièrement les jeunes. Le fentanyl tue pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui a perdu un enfant ou un ami. Le Canada et les États-Unis travaillent de concert avec leur partenaire le Mexique pour s'attaquer au problème à tous les stades. Des précurseurs chimiques qui viennent de l'étranger, aux poudres, aux cachets et aux trafiquants qui les font entrer dans nos pays. Et nous savons que l'épidémie des opioïdes synthétiques trouve ses racines partout dans le monde, pas simplement ici. Nous annonçons donc ainsi aujourd'hui une nouvelle coalition mondiale de pays affinitaires menés par le Canada et les États-Unis pour prendre en charge cette crise. Il en va de notre santé publique. Il est question de santé publique. Il est question de notre avenir économique et de notre sécurité nationale. Nous travaillons également ensemble pour prendre en charge les niveaux records de migration sur le continent américain. La déclaration de Los Angeles sur l'immigration et la protection, qui a été signée par les États-Unis et le Canada, ainsi que 19 autres pays, représente une nouvelle approche face au défi des migrations, qui est réel. C'est une approche qui allie des politiques humaines qui sécurisent les frontières tout en soutenant les migrants. Aux États-Unis, nous élargissons les voies légales pour les migrants
cherchant la sûreté sur la base humanitaire, tout en décourageant l'immigration clandestine qui alimente l'exploitation et la traite des personnes. Aujourd'hui, je facilite le Canada et non la Chine. Je me suis trompée. Vous voyez ce que je suis en train de me dire dans ma tête là, en ce qui concerne la Chine. On y viendra. Je félicite donc le Canada d'avoir mis sur pied un programme semblable qui ouvre de nouvelles voies légales qui permettront à 15 000 migrants de venir au Canada en provenance des pays du continent américain. En même temps, les États-Unis et le Canada continueront à travailler ensemble pour décourager les passages illicites et mettront pleinement en œuvre l'accord sur les pays tiers sûrs. Finally, Dernièrement, tout en œuvrant en faveur de notre prospérité et sécurité partagée, nous ne devons jamais perdre de vue nos valeurs partagées parce que ce sont ces valeurs qui sous-tendent tout le reste. L'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile fait partie intégrante de notre identité de Canadiens et d'Américains. En fait, les États-Unis ont récemment lancé un nouveau programme de parrainage privé pour les réfugiés du nom de Welcome Corps ou du corps d'accueil, qui se base sur les décennies de leadership canadien en matière de relocalisation des réfugiés. Nous sommes tous deux des pays édifiés sur la base de nos relations de nation à nation avec les Amérindiens et les Premières Nations. Et nous avons tous deux été influencés et renforcés par les contributions de générations d'immigrants. Nous pensons et nous sommes convaincus intimement que tout un chacun mérite de vivre en dignité et en sûreté, de réaliser ses rêves les plus beaux. Nous nous évertuons à défendre les droits de l'homme, à faire progresser l'équité et l'égalité entre les genres et à maintenir la justice et l'état de droit. Et je souhaite m'attarder ici pendant quelque temps sur le travail que le Canada a réalisé pour une coalition de 70 pays soutenant la déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. Ce n'est pas simplement une déclaration de valeur. Nos concitoyens ne sont pas une monnaie d'échange, ils ne sont pas des leviers diplomatiques. Ce sont des êtres humains qui ont une vie, une famille et à qui le respect est dû. Et je suis ravie que les deux Michael soient là, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui soient sains et saufs auprès de leur famille. Après plus de 1000 jours de détention. Si ma mère était là, elle dirait que vous soyez bénis tous les deux. Merci beaucoup et je suis ravie de vous avoir rencontrés. L'extraordinaire diversité qui définit chacun de nos pays fait notre force. Et le Premier ministre Trudeau et moi, nous le savons. Nous partageons cette conviction. Nous avons tous les deux bâti des gouvernements qui ressemblent aux États-Unis et au Canada. Je suis très fière que nous comptions tous deux 50% de femmes ministres. Pour la première fois de l'histoire. Et nous avons tiré des leçons de vous parce qu'en fin de compte, quand nous rendons la tâche plus aisée aux communautés historiquement non représentées et sous-desservies, quand on leur permet de rêver, de créer, de réussir, nous offrons un avenir meilleur à tout un chacun. Continuons donc à travailler. Lorsqu'il existe des obstacles à l'égalité, des débouchés, il faut les éliminer. Lorsqu'il existe des inéquités qui étouffent le potentiel, eh bien, il faut le libérer et lui donner libre cours. Lorsqu'il existe des injustices, il faut insister pour que la justice soit rendue. Ce sont là nos valeurs partagées, ce qui sous-tend tous nos travaux, notre démocratie même et notre vitalité et dynamisme. C'est ce qui nous motive à toujours aller plus loin. On oublie l'essence de la démocratie. Nous devons pouvoir aller au-delà de l'horizon. Je vais conclure ainsi. L'année après son allocution ici au Parlement, le président Kennedy a prononcé un célèbre discours à l'université Rice. Il a dit qu'on irait sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Il a dit
Vous vous souviendrez peut-être, nous on l'a appris à l'école, nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire d'autres choses, non pas parce que c'est facile, non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est un défi que nous sommes disposés à relever, que nous ne nous sommes pas disposés à remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner. Cette allocution puise au plus profond du caractère américain. C'est quelque chose de puissant, de profond. Nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir de grandes choses. Allumer la télé depuis 2 ans, que ce soit chez vous ou chez nous, après 2 années de Covid, les gens se demandent si on peut encore accomplir de grandes choses, de grandes choses. Mais bien sûr que oui. Moi, j'en suis convaincue. Cette confiance peut faire de nos rêves les plus audacieux une réalité. En moins de 7 années après cette allocution, le monde entier a regardé l'humanité laisser ses empreintes sur des sols les plus lointains de la Lune. Cela a inspiré une génération tout entière qui a déclenché une grande partie des avancées technologiques. Et aujourd'hui, notre monde se trouve encore à une orée d'avancées et de possibilités auxquelles nous n'aurions jamais pu rêver. Et le Canada et les États-Unis sont chefs de file et le resteront. Dans quelques jours à peine, dans tout juste quelques jours, la NASA va annoncer la composition de l'équipe internationale d'astronautes qui constituera l'équipage de la mission Artemis II, le premier voyage de l'homme sur la Lune depuis la fin des missions Apollo il y a plus de 50 ans de cela. Et il y aura 3 Américains et 1 Canadien. Nous choisissons de retourner sur la Lune, ensemble. Ensemble, nous allons retourner sur la Lune. Et de là, nous nous tournerons vers Mars et les possibilités sans limite qui nous attendent. Et ici, sur Terre, nos enfants qui verront ces images et connaîtront le nom de ces nouveaux pionniers, ce sont eux qui mèneront dans l'avenir et la génération Artemis, ce sera ces enfants. Mesdames et messieurs, nous vivons dans une ère de possibilités. Xi Jinping m'a demandé de définir les États-Unis. J'aurais pu dire la même chose sur le Canada. Et en un mot, possibilité, au pluriel. Rien ne dépasse nos capacités. On peut tout faire. Ne doutez jamais de nos capacités. Le Canada et les États-Unis peuvent accomplir de grandes choses. Nous le faisons ensemble. Nous sommes solidaires. Nous allons monter ensemble. Et nous allons écrire notre avenir ensemble, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes. Merci, merci, merci.